Lionel! Smiley. It's White John the motherfucker, White John the Comment ça va? Ça va super. Bah écoute, super. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous encore. Ouais, Si on s'y pue là. Écoute, moi je pensais pas que. Déjà que vous fassiez confiance à un vieux, c'est une chose. Que les jeunes, Ouais. qui me connaissent pas parce que ils ont 20 ans, je vais avoir 50, ça va pas me faire. Mais ça match, c'est plein à chaque week-end, je suis assez content. Écoute, nous ça nous fait très très plaisir de t'avoir. En plus de ça, tu sais, avec les formations, on a quand même beaucoup de nouvelles têtes. Des gens qui nous connaissaient pas nous déjà à la base et qui te connaissaient pas non plus. Ouais, tout à fait ça, ils viennent pour Total parce que nous on ne connaissent pas, c'est sûr. Ils ont peut-être entendu parler de leur tuteur ou de leur formateur, je sais pas, mais je pense pas qu'ils viennent pour moi, je pense qu'ils viennent effectivement pour votre renommée de sérieux, d'organisation, d'événementiel. Puis là, le fait qu'il y ait eu pas mal avec ces différentes propositions que vous avez faites là, c'est vrai que ça a plu pas mal. Et ben, figure-toi qu'il y a pas mal de jeunes, mine de rien, qui nous ont dit, bah moi je voulais voir Lionel Lacola en vrai. Guillermo Gonzalez, c'est pour ça qu'on t'a fait Voilà. venir. Je vais voir Guillaume Roquefort en vrai. Et ben voilà. Là, il voulait voir Lionel Lacola en vrai. Et j'aurais dit, mais alors où est-ce que... Ils sont pas déçus. Ils vont pas être déçus. Et bah mine de rien, ils ont eu connaissance d'un petit peu de toute ta carrière, etc., de ton parcours. Mais bah, on en a parlé un petit peu là dans le premier podcast. Là, ce qu'on voudrait, c'est avoir un petit peu ton avis sur les conventions que tu faisais à l'époque. Ce que tu penses de la jeunesse des conventions. En fait, comment est-ce que ça s'est été monté? Comment est-ce que ça a démarré dans le monde Ah, en vous France? voulez que je me fâche quoi. Vous voulez Ah. vous voulez que je me fâche avec tous les gens, d'accord, ok. On veut savoir un Ouais. petit peu ton point de vue d'ancien, tout simplement, Ouais. sur le sujet. Il y a des similitudes avec avant, c'est-à-dire qu'avant il y avait effectivement plusieurs possibilités pour se faire connaître et être invité à des conventions. Effectivement, les contests que vous faites, là, les compétitions que vous faites, ça existait déjà avant, que ce soit en Italie ou à l'étranger. Donc la première possibilité, c'était effectivement de participer à des compétitions comme ça. J'ai pas fait. Il y avait la possibilité de faire des formations, que ce soit avec Guillermo ou d'autres, pour se faire connaître aussi. J'ai pas fait. En ce qui me concerne, puisque tu me poses la question, ça existait, toutes ces contests, etc. On pouvait se faire inviter, mais moi, c'est un pur hasard. Ma première convention, parce que je fais la différence entre stage et convention. Stage, pour moi, c'est le truc qui est dans ton club local avec tes adhérents. Un beau stage, c'est dans la salle des fêtes de ton village avec tes adhérents, éventuellement ceux qui sont à 10 km. Puis convention, pour moi, c'est quand tu commences à toucher un peu l'interrégion, du national, voire de l'international. Et donc, je faisais pas mal de stages. Mais dans mon club, tu sais, tu es toujours champion dans ton club. Donc, dans mon club. Et le hasard, c'est qu'il y a un présenteur, mais je sais plus qui c'est. Je crois d'ailleurs que c'était Guillermo, qui n'avait pas pu venir, ou qui avait manqué son avion, mais style, ils l'ont reçu à 9h pour 10h, tu vois. Et, et Laurence Foucault, qui organisait les conventions à Marseille, m'a appelé en me disant le présenteur peut pas venir, est-ce que tu peux venir? Ouais, attends. Je vais me gêner. Donc en fait, ça a été une opportunité que j'appelle le hasard. C'est un peu comme au football ou dans d'autres sports. Tu es remplaçant, puis le jour où il faut rentrer, tu rentres parce qu'il y a un blessé ou parce qu'il y a un mec qui est absent. Donc du coup, si ce jour-là tu mets 2 buts, tu deviens titulaire. Et c'est vrai que j'avais fait une première convention comme ça. Et comme elle a organisé pas mal de conventions avec des étrangers, en fait, ça a commencé que Claudio m'a vu. Claudio Melamed. Il y avait Jessica Esposito. Donc ces gens-là étaient là, et ils ont vu le coup, et puis bon, apparemment ils ont aimé, parce que du coup, là, ce que j'ai fait derrière, ça a été très rapidement l'Espagne. Et après, voilà, c'est qu'à chaque convention, tu avais des présenteurs d'un autre pays. Donc Guillermo, il m'a vu sur les conventions à Barcelone, les Italiens m'ont vu sur l'Espagne, puis après je suis allé en Italie, puis de l'Italie, il y a d'autres pays, comme le pays de l'Est et tout, qui m'ont vu. Et puis après, le gros boom, c'est quand j'ai fait Rimini. Rimini, tu sais qu'il y a des salons comme Paris, tu connais très bien. Mais il y a la convention FIBO à Essen, il y a la convention à Rimini en Italie. Donc Essen, c'est beaucoup plus les machines de muscu, Rimini, c'est plus le fitness. Paris, c'est un mélange de body et de fitness. Et Rimini, c'est la mecque du fitness en Europe. Et c'est vrai que
ça a été impressionnant, c'est-à-dire que j'avais bossé pour une marque comme JTB, qui est des fringues, tu sais. Ça existe toujours. Ça existe toujours. Voilà. Ça a été notre sponsor d'ailleurs à un moment. Ah ben voilà, donc ils font quand même assez confiance aux nouveaux et tout ça, aux jeunes. Et donc j'avais fait plusieurs cours de 20-30 minutes, je crois à l'époque, je faisais même pas une heure. Et putain, ça a cartonné. Je suis parti, je crois que j'avais 27 dates qu'en Italie. Et le truc, c'est qu'en Italie, c'est la Mecque, donc je suis allé 27 fois, je crois, la première année. Mais par contre, dans les 27 fois, ben, il y en avait 10 où c'était vraiment des grosses dates. Et après, j'ai connu du Gilberto Gomez, du Gil Lopez, du Guillermo González. Et dans ces présenteurs-là, il y avait des mecs qui commençaient déjà à organiser des conventions, eux. Et ça démarrait comme ça. Donc non, j'ai pas fait une formation, non, j'ai pas fait de compétition, parce que je pense que peut-être que ça n'aurait jamais marché. Ça a été un pur hasard. J'ai été remplaçant d'un mec qui a manqué l'avion, et puis après, il y a d'autres personnes qui ont fait la pub pour moi, quoi, et donc ça a marché. Et tu veux dire que ta carrière, elle a été tout de suite tournée vers l'international, Ouais. dès le départ. Ouais. D'ailleurs, la dernière année, je fais 46 week-ends, je fais 42 pays. Donc sur 52 semaines, je fais 46 week-ends, je fais 42 pays. Sur la dernière année, quand j'arrête là. Donc ouais, effectivement, j'ai eu une période où j'ai beaucoup mis l'accent sur la France. Lyon, Aix-Samir, Leaderfit, Paris, Bombane, etc. Donc j'ai quand même pas mal fait en France les 2-3e années et tout ça, parce que je voulais bosser en France et faire le tour en France, donc je pense que j'ai beaucoup tourné en France. Mais c'est vrai que j'ai attaqué d'entrée par l'international, donc c'est complètement atypique, c'est le hasard, comme je te disais, il fallait être au bon endroit au bon moment. J'ai la chance que Claudio il est accroché humainement et professionnellement, qu'il m'invite à Barcelone, c'était à Montjuïc, là où il y a le stade olympique. Et puis il y a Jessica, et puis il y a Jessica qui en parle à Guillermo. Guillermo il vient, il me voit, et puis Guillermo il faisait un peu la pluie le beau temps à l'époque. Donc je crois qu'il est déjà quand même encore un acteur aujourd'hui. Et donc voilà, je commençais comme ça. Ça a été un pur hasard. Et est-ce que tu penses qu'une carrière de ce type-là, elle serait possible aujourd'hui? Il faut vraiment, et c'est le contraire de ce que j'étais, je pense qu'il faudrait vraiment être exceptionnel, atypique, vraiment sortir du lot. À mon époque, tu faisais des conventions, mais comme je te dis, j'étais pas le meilleur et tout, c'est que des rencontres plus humaines, c'est-à-dire qu'il t'appréciait, il t'invitait. Maintenant, c'est plus du business. On va en parler peut-être, mais. Ah ben on peut en parler justement. Là, aujourd'hui, s'il y a un mec qui sort, qui fait autant de pays, autant de machins, c'est que vraiment il est au-dessus de l'eau. Nous, c'était pas parce qu'on était meilleurs. Aujourd'hui, ça serait plus dur. Il n'y avait pas autant de présenteurs, il n'y avait pas de. C'est un peu comme le coaching. Il y avait un préparateur physique, maintenant il y a plein de coachs. Il n'y avait pas autant de salles, maintenant il y a que des salles tous les 500 mètres. Il n'y avait pas de convention, maintenant il y a des conventions. Tire-larigot, ils les appellent conventions alors qu'ils sont 20 en salle, et tant mieux. Après, c'est que le nom qui n'est pas le bon. Mais... Et donc, non, pour répondre à ta question, je pense pas. Ou alors il faudrait vraiment que. Voilà. C'est comme là, tu vois, les trucs avec les téléréalités, là, les The Voice, les Starac et tout ça, ça fait venir plein de nouveaux chanteurs. Donc il y a plein de chanteurs différents avec des styles différents. Mais est-ce que Jennifer va avoir la même carrière que Johnny Hallyday? Est-ce que Slimane aura la même. Alors lui peut-être parce qu'il est vraiment bon. Mais, même un mec comme le Belge que j'adorais, là, que je vois plus là, Papa Outé, comment il s'appelle? Stromae. Tu vois, tout le monde a dit, lui c'est un phénomène. Et de lui-même il a dit stop, j'arrête. Et je crois qu'il ressortira. Mais tout ça pour te dire qu'il y a encore des gens qui vont pouvoir faire cette carrière-là. Il y a tellement de coachs, tellement de présenteurs, tellement de conventions, tellement machin. C'est difficile de sortir. Donc je pense que ça va être très difficile. D'avoir les mêmes nombres de dates, le même nombre de week-ends, etc. Ouais. Non mais justement là, tu nous dis qu'il y a beaucoup de conventions, beaucoup de coachs, beaucoup de stages. Enfin, on va parler de conventions en général. Qu'est-ce qui faisait qu'à l'époque, qu'est-ce qui faisait la magie des conventions à l'époque et que tu ne retrouves pas forcément aujourd'hui, par exemple? Et je te poserai la question inverse aussi. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais on n'avait pas, il y en a qui vont rigoler, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est filmé? D'accord. Là, on parle comme si on parlait entre potes, c'est ça que j'aime bien, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ouais. Donc du coup, tu avais un événement qui était le salon à Paris, tout le monde connaissait la date, par Minitel ou par courrier ou par pigeon, voyageur, mais il n'y avait qu'une date. Donc, tu avais les Bordelais, tu avais les Montpelliérains, tu avais les Marseillais, tu avais les Lyonnais, tu avais les Rennais, tu avais
tout le monde venait à cet événement. Donc quand il y avait le mec, il y avait les présenteurs qui venaient, il n'y avait qu'une convention. Donc ils venaient au mérite, et les gens venaient voir un peu la foire, quoi, le cirque. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Donc des conventions, ben, il y en a partout. Il n'y en a pas une qui... Alors, il faut vraiment se donner les moyens comme vous faites pour se différencier des autres, parce qu'aujourd'hui, ben, tu peux te payer Yamin Saoudi, tu peux te payer Morgan Moreau, tu peux te payer un Jérôme Durand, etc. Alors qu'avant, non, quand il venait Guillermo, le mec de la salle, il pouvait pas, il rentabilisait pas, quoi. Donc, comme les prix ont descendu, comme il y a beaucoup d'événements, comme il y a beaucoup de profs et tout, du coup, ça peut-être, parce que j'ai pas vu, donc ça a peut-être baissé en qualité. Mais la grosse différence, elle est là, c'est qu'il y avait un événement, tout le monde venait voir l'événement. Il y avait un événement en Italie, tout le monde venait à l'événement en Italie. Et après, tu attendais 12 mois. Alors que là, maintenant, c'est un peu comme, je sais pas quel exemple je peux donner. Si tu mets une Coupe du Monde tous les trimestres, ou si tu mets un concours de Miss France toutes les semaines, ou tous les 3 mois, quelle est la vraie Miss France, quel est le vrai événement, donc c'était plus dur. Donc, plus business, ouais, parce que du coup, ben, comme tu n'avais qu'une date, tu mettais le gros tarif. Mais comme tu avais plusieurs conventions, ça allait. Mais les mecs qui ne font pas autant de dates, ben, ils sont obligés de baisser les tarifs. Et du coup, ben, tu peux te payer un très très bon pour pas cher. Donc du coup, ben, il peut aller à Troyes, il peut aller à Orléans, il peut aller à Marseille. Donc automatiquement, si tu l'as vu à Marseille, ben, tu vas pas aller à la convention à Paris. Si tu l'as vu à Troyes, tu vas pas. Donc tu perds sur le gros événement que vous allez organiser. Tu vas perdre les mecs de Troyes, les mecs de Paris, les mecs de Marseille. Bon, voilà. Donc c'est une autre façon de faire, mais je pense que, ouais, effectivement, c'est différent par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à tout ça. Et à l'inverse, dans les conventions que tu vois aujourd'hui, par rapport à ce que tu faisais toi à l'époque, qu'est-ce qui a été apporté de positif, ce que tu trouves qui a été plutôt qui a bien évolué au final? Le niveau est le niveau est quand même différent. C'est plus difficile, c'est Ouais. plus Actuellement, moins accessible? ouais, c'est moins accessible. Est-ce que c'est un plus ou un moins ça? Tu veux vraiment que je me fâche, non? Vas-y, fais-toi plaisir. Non, non, pour moi, c'est un moins. À l'époque, il y avait 80% d'élèves qui pratiquaient en salle, qui venaient en convention, qui montaient à la capitale, qui montaient à Régny, qui machin. Il y avait 80% de passionnés élèves. D'accord? Aujourd'hui, les élèves, s'ils viennent, ils vont être vite perdus parce que les chorégraphies, elles sont infaisables, quoi. Et là, ça fait vieux con, mais j'assume. C'est que ça dépend quel prof, parce que je ne veux pas tout mettre dans le même panier, parce que je suis admiratif de beaucoup de profs, mais ça reste quand même très très difficile. Donc du coup, comme c'est difficile, qui peut le suivre? Les profs. Sauf que les profs, quand ils ont fait 35 heures dans une salle ou 20 heures de cours en auto-entrepreneur, qu'ils sont fatigués, et que c'est dur financièrement, et qu'en plus il faut partir le week-end pour faire le... Ben, ils y vont pas. Donc du coup, s'il n'y a pas les élèves parce que c'est dur et que les profs ils y vont pas non plus, ben, de 1000, 2000, 3000 adhérents, 3000 personnes, j'ai pu faire au Mexique 3000 personnes, ou à Paris on faisait 600 personnes, à Aix on faisait 600 personnes, mais tu te retrouves à 150 personnes, parce que le niveau est trop haut. Donc les élèves ils vont pas et les profs ben, ils y vont pas parce qu'ils sont fatigués et qu'ils ont plus moyen. Donc il y a vraiment un faible pourcentage d'hyper fréquentants, quoi. D'ailleurs, on va digresser sur un sujet. C'est bon, Max, digresser? Non, on va... Tu l'écris comment? on va digresser sur un sujet. Notamment, tu parlais des profs qui venaient en convention, qui venaient pas forcément en convention. On constate, d'un point de vue général, hein, que les profs ne suivent plus les conventions. C'est-à-dire que par exemple, le salon, on voit plus trop de jeunes diplômés ou de profs venir en convention pour suivre les cours. Les jeunes diplômés, c'est dur pour eux. Hein. À l'époque, tu sortais d'une formation de 10 ou 12 mois, tu sortais, tu savais donner un cours. Là, peu cher, c'est pas leur faute. Hein. Quand ils sortent, ils sont diplômés, mais est-ce qu'ils ont réellement le niveau pour donner? Il n'y a qu'à voir. Pourquoi les formations qualifiantes comme les vôtres fonctionnent? C'est parce que justement, les mecs sont diplômés. Ben, ils sont diplômés, certes, mais ils ne savent pas donner de cours. Donc, il y a deux types de publics. Il y a le mec qui est diplômé et qui dit bon, écoutez, ça me suffit pour être rémunéré. Donc, du coup, ben, il ne peut pas faire beaucoup et il ne peut pas faire beaucoup mieux, c'est pas sa faute. Et puis après, tu as ceux qui disent ben, moi j'ai envie de me perfectionner.
Et du coup, ils vont dans des formations qualifiantes. Et tant mieux pour vous, tant mieux pour moi, tant mieux pour tout le monde, parce que ça veut dire qu'on continue à faire vivre le bordel. Mais c'était quoi ta question? Ma question c'est. Alors je vais donner un exemple très Je me fais concret. bosser un peu. Ah, c'est vrai, faut que je me souvienne de ma question. Euh, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que t'as beaucoup de profs, même, bon, ok, des jeunes diplômés qui n'ont pas forcément le niveau, mais t'en as qui sont très bons et qui préfèrent organiser des conventions eux-mêmes de leur côté, dans leur coin, plutôt que de venir au salon ou plutôt que de venir sur d'autres types de conventions où ils seraient entre guillemets simples pratiquants, tu vois. C'est pas si on peut leur en vouloir, c'est dommage pour le fitness, mais eux, c'est normal qu'ils regardent leur intérêt, c'est devenu un peu plus business. Tu sais, comme je te disais tout à l'heure, tu es toujours le champion de ta rue. Donc, s'il est bon à Lyon, il va organiser des conventions à Lyon, comme ça, le fait de les organiser, il est sûr de pouvoir monter sur le podium de l'organisation qu'il fait lui. Bon. Le truc, et après, est-ce que c'est le fait qu'ils s'invitent tous mutuellement, est-ce que ça pose un problème? Ben oui, sur l'organisation de gros événements, il ne pourra jamais voir le jour parce qu'il y a trop de petits qui cassent le marché. Mais le mec, il est à Lyon et l'autre, il est à Montpellier. Et ils se connaissent, tu m'invites, je t'invite. Il n'y en a pas un qui gagne d'argent, mais bon, voilà, donc ils s'invitent, et le but, c'est de monter sur un podium. Et ben, le fitness, il est perdant là-dessus, mais c'est mon avis. Mais est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce qu'il vaut mieux faire des petits stages chez eux et qu'ils s'invitent et ne pas monter un jour sur un podium? C'est tellement kiffant de monter sur un podium qu'ils ont raison de le faire. Maintenant, c'est vrai que quand tu veux créer un gros événement, le fait qu'il y ait plein de petits événements, c'est sûr que ça pose des soucis. Maintenant, tu te bats avec les moyens que tu as et que tu fais, quoi. Il est clair qu'avant, tu ne pouvais pas organiser une convention. Comme je te disais, c'était trop difficile, il y avait trop d'autorisations, il y avait trop de profs qui étaient chers, c'était trop difficile entre les frais de transport, l'hôtel, la bouffe, c'est un budget d'organiser. Bah, tu fais plus venir les étrangers, et puis tu fais avec les nationaux, les régionaux, et puis tu invites ton copain, et puis il travaille un copain. Est-ce que c'est mal? Non, on l'a tous fait, et puis ça marche. Après, si je reprends un peu tes termes, bizarrement, j'ai l'impression qu'avant c'était peut-être plus business, dans le sens où être présenteur c'était un vrai métier identifié, et concrètement c'était ton métier à part entière et tu travaillais pour. Alors qu'aujourd'hui c'est plus, on va dire, un signe de reconnaissance que cherchent les jeunes diplômés. C'est vrai. C'est vrai, la poignée de présentateurs que nous étions, parce qu'il n'y en avait pas d'autres non plus, il y avait beaucoup d'écart entre les présentateurs et les coachs. Mhm. Donc du coup, il y avait aussi beaucoup d'écart financièrement, parce que du coup, on était très sollicités, donc on gagnait très bien notre vie. Parce qu'on était une quinzaine à vouloir vraiment tourner. Maintenant, effectivement, ils s'invitent entre eux, ils ne gagnent pas d'argent, parce que tu ne peux pas gagner d'argent. Je veux dire, quand tu as le déplacement, la bouffe, s'il y a une nuit d'hôtel, plus la prestation, et que tu veux dire 4 copains, ben, automatiquement, tu ne peux pas payer 200 ou 250 ou 300 euros chaque présenteur. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ben, c'est du business. Si tu as 20 steps, tu rentres 20 personnes à 50 euros, ça fait 1000 euros. 1000 euros, quand tu as enlevé les frais, ben, il reste 500, ben, tu ne peux pas donner 200 à chacun. Hein. C'est mathématique. Ben, là, c'est un peu pareil. Donc oui, allez, si je dois être cash pour répondre à ta question, parce que je les évite depuis tout à l'heure, ouais, j'ai l'impression que c'est plus de l'ego, c'est-à-dire qu'il faut que je monte sur scène, si je prends 0, je m'en fous, mais par contre, il faut qu'on me voit sur Facebook le soir même. Moi, les dernières conventions que je faisais, j'étais pas rentré chez moi qu'il y avait déjà les vidéos sur Facebook. C'est-à-dire que la communication, le cours, la vidéo, elle était arrivée chez moi avant moi. Donc j'ai l'impression, mais c'est un vieux con, mais j'en suis, mais j'ai l'impression qu'effectivement, aujourd'hui, ils mettent beaucoup plus en avant le fait de vouloir se montrer plutôt que de vouloir gagner du fric, quoi. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? Non. C'est généreux aussi de leur part de dire je donne gratuitement et ce qui m'intéresse c'est de monter des cours. Il y a plus cette différence effectivement entre le présentateur, le coach. Maintenant, il n'y a pas de définition. C'est quoi un présentateur? C'est bien justement, je te repose la question justement. Bah Qu'est-ce ouais, qui te définit un présentateur? Après, c'est un peu comme les stages de convention. Aujourd'hui, tu vois même un événement qui se passe dans un club à 20 personnes, ils appellent ça convention.
revenir en arrière. Mais voilà, pour moi, il y a des stages, il y a des gros stages, et puis après, il y a des conventions nationales ou régionales, et après, il y a des conventions internationales. Et pareil pour les profs. Un prof, celui qui travaille à 50 km autour de lui, ça reste un prof. Le présenteur, c'est celui qui va être capable de faire des cours régulièrement dans une autre région, dans un autre pays. Déjà, alors est-ce que c'est par rapport à la situation géographique? Moi, c'est ma définition. C'est pas obligatoirement celui qui a 20 personnes ou 300 personnes. Non. On peut avoir 20 personnes à Barcelone parce qu'il y a 5 salles et que tu n'as que 20 personnes. Non, le présenteur, pour moi, c'est celui qui a la reconnaissance d'être appelé, de représenter sa région dans une autre région, qui a la possibilité de représenter sa région dans un autre pays ou son pays dans un autre pays. Pour moi, présenteur, c'était ça. À l'époque, c'était ça. Maintenant, c'est un peu comme le coach. Hein. Les préparateurs, ils râlent. Les préparateurs physiques, ils disent ouais, eux, ils sont personal entraîneurs. C'est quoi la définition de personal entraîneur? Est-ce qu'il y a un diplôme? Est-ce qu'il y a une formation particulière? Est-ce que le préparateur physique, il y a des formations? Donc ça sent toujours un problème d'ego. On parle d'ego, voilà. Et du coup, est-ce que pour toi, tout le monde a sa place dans le milieu? Il n'y a pas de définition non plus, il n'y a pas de diplôme. Et il y a des profs qui méritent, qui n'ont pas eu la carrière, qui méritent. Alors, à ton avis, pourquoi? Sans citer de nom ni quoi que ce soit, de savoir parce que favoritisme, parce que ils t'invitent pas, parce que ils savent que tu ne ramèneras pas l'invitation parce que tu n'organises pas d'événements. Moi, avant de créer Youfit, j'étais le premier à être invité partout alors qu'ils savaient qu'ils n'auraient rien en échange. Je n'organisais pas de convention. Je l'ai fait parce que j'arrivais vers la fin, et que je voulais faire la passation, je voulais mettre sur scène les mecs que je formais à Youfit pour qu'ils aient un objectif. Mais Audrey Gonzalez, c'est une super prof. Agnès Gonzalez, parce que j'avais parlé aussi de. Non, j'avais parlé de. Ma chérie, Forcade. André Fourcade. Audrey, voilà, c'est pour ça que je suis Audrey. Donc Audrey Forcade, Agnès Gonzalez, qui sont toutes les deux de Perpignan d'ailleurs. Pour moi, elles n'ont pas eu la carrière qu'elles méritaient. Audrey a fait pas mal de conventions à l'étranger, elle a été plus connue et tout, parce qu'elle a une belle énergie et tout, mais elle n'a pas eu la carrière qu'elle méritait. Jérôme Durand, il a tourné, mais c'est un monstre, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Pourquoi? Je sais pas. Il y en a, je sais, après, je sais pas. Yamin, il aurait été à mon époque, il aurait pas fait 46 pays, il en aurait fait 160. Tu vois? Il y a des mecs, alors Yamin, là c'est plus la conjoncture qui fait qu'il tourne moins. Mais, il a beaucoup tourné, donc il a eu la récompense de son travail. Il y a plein de mecs qui ont pas eu la récompense alors qu'ils étaient bons. Ouais, il faut quand même une grosse part de chance, il faut une part de. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que si tu es organisateur de convention, vous devez le voir, hein, tu es hyper sollicité. Hein. Même gratuit et tout. Moi, je l'ai vu quand j'avais Youfit, putain, ça me rendait fou, quoi. Des mecs que je connaissais ni Adam ni Dev qui m'envoyaient des messages, des vidéos, des photos, des CV, des propositions gratuites. S'il te plaît, fais-moi travailler, ça ne te coûtera pas un franc, je paye mon hôtel, je paye mon. Non, on s'en mérite, quoi. Et puis après, il y a des gens qui ont eu des carrières qui ne méritaient pas. Je vous disais, il y a des gens qui n'ont pas eu la carrière qu'ils méritaient, et puis il y a des gens qui ont eu des carrières qui ne méritaient pas. Alors, est-ce qu'il y a une grille pour dire je méritais pas? Est-ce qu'il y a des clés de l'enseignement? Non, c'est que j'aurais préféré effectivement voir certaines personnes plutôt que d'autres. Je parle pas obligatoirement des Français parce que je ne les connais pas trop, mais à l'étranger, il y avait des mecs qui bossaient. J'ai vu en convention, j'ai vu un petit Italien qui bossait, c'était super, il n'a jamais été tout pris, et là tu as des Italiens qui sortent. Donc dans tous les pays c'est la même chose. C'est du politiquement correct, c'est normal. Partout pareil. Alors, on va revenir sur les conventions en général. Bon, tu vois un petit peu tout ce qui se fait aujourd'hui. Enfin, tout ce qui se fait aujourd'hui, tout ce qui se faisait avant cette année. Si tu devais participer à une convention, une ou plusieurs, lesquelles est-ce que tu aurais aimé faire? En tant que prof? Ouais. On parle de vous pour commencer. Je trouve que vous avez mis un coup de fraîcheur parce que j'aime beaucoup le choix que vous avez pour choisir les profs. Je pense que vous devez avoir beaucoup de gens qui vous détestent parce que, comme vous ne l'avez pas expliqué et comme ils ne l'ont peut-être pas analysé, ils vont se dire non, c'est pas possible. Moi, je trouve intelligent la sélection que vous faites. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup. Si tu prends que des profs qui sont dans l'énergie,
ben, on va faire que de l'énergie. Si tu prends que des mecs qui sont dans les tours et les contretemps, on va faire que des tours contretemps pendant 2 jours. Si tu prends que des mecs qui ont de la méthodologie, tu vas faire que du basique, de l'apprentissage. Donc je trouve que votre choix de sélection, vos sélections sont intelligentes parce que vous prenez des gens complètement différents. Donc il y en a pour tous les goûts. Si les mecs ils aiment la danse, il y a de la danse. S'il y a des mecs qui aiment la pédale, ils aiment la pédale. S'il y a des mecs qui sont charismatiques, ils aiment ça. S'ils sont plus sur la musique. Donc je trouve que vos choix sont intelligents. Donc j'aurais aimé effectivement être invité à vos événements. Après, c'est peut-être prétention à vos oreilles, mais aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment fait les conventions que je voulais faire. Quoi. Convention en Russie, dans la salle du CSKA de Moscou, du basket, qui est pleine. Je l'ai fait. 3000 personnes avec les Brésiliens, les Argentins comme Claudio, où il y a 3000 personnes devant toi. Tu lèves les bras, il y a 6000 bras. Je l'ai fait. Les conventions à 2000 personnes ou à Rimini où les gens courent d'un stand à l'autre parce que tout est gratuit, que tu peux voir tous les présentateurs du monde, c'est coché aussi. Faire 600 personnes dans un village à côté d'Aix-en-Provence, chez moi, pour ma date anniversaire, 600 personnes, max y était, c'est coché. Être à Paris, c'est la capitale, Paris c'est la France, au bout d'un moment il faut arrêter, quoi. Que ce soit pour le business ou que ce soit pour le fitness, ça reste la capitale. J'ai eu la chance de le faire avec Darfit ou j'ai eu la chance de le faire avec d'autres organisateurs. Des stages d'été, que ce soit Bomban en France ou que ce soit à côté de Rimini, Riccione, on a fait. Des conventions sur un bateau à Prague, sur le Danube, c'est fait. Donc voilà, et des idées comme ça. Et voilà, La péniche à Paris, je me souviens, le cours que j'avais fait avec toi, avec le saxo. Exact. Il n'y en a pas beaucoup qui. Ouais. Parce que. Ça, c'est en France, c'est à Paris. C'était à Paris. Donc là, il est sur le quai. Ouais, alors, effectivement, il y a une convention où. C'était facile, j'étais le seul, c'est pour ça que voilà, il faut modérer. Mais je suis un des premiers à avoir fait faire des cours avec un DJ et avec la musique en live. Et là, ce jour-là, je fais le début du cours, je monte la sauce, et là j'arrête et tout le monde pense qu'il y a un problème. Et d'un coup, j'arrête la musique et j'arrête de bouger, je bouge plus et là, t'entends. Et t'as le saxo qui traverse tous les steps, qui monte sur les steps, qui traverse et tout, qui me rejoint sur scène et qui fait les 50 minutes qui restent avec moi. Et on avait bossé comme des malades sur la structure de la musique et tout. Et le CD allait super bien avec lui. Et le mec, c'est un mec que j'avais vu en boîte avec Aix-en-Provence et que j'ai fait venir et que j'ai payé et tout. Donc voilà, on a fait des trucs. Ouais, si t'étais là, peut-être t'étais là. J'étais là, super souvenir. Et honnêtement, tu sais, la péniche était un peu en biais. Ah ouais? Du coup, on galérait pour revenir sur le côté, mais on s'en foutait. C'est pas on vrai. était hypnotisés Je me par le souviens pas de cours. ça. C'était génial. Et donc voilà, sur une péniche avec un saxo, je l'ai fait en convention avec des musicos, avec batterie, saxo, basse, guitare, fait, avec un DJ, fait. Donc c'est vrai que voilà, le fait que la carrière soit beaucoup plus longue, ben, tu as pu assouvir certains trucs. Quoi. Et qu'est-ce que tu aurais aimé faire que tu n'as pas fait? Je sais que tu me dis que tu avais fait toutes les conventions que tu voulais faire, mais si aujourd'hui tu étais encore sur scène et tu aurais une idée à apporter, un truc un peu original, où tu dis t'as ça, personne l'a jamais fait, Putain, tu veux prendre le cours là? à poil. Bon, poil, je pense qu'aujourd'hui je serais déçu, mais à l'époque ça aurait pu plaire. Non, bon, avec du partage, c'est sûr. C'est-à-dire que même quand j'étais au top, j'adorais faire des teams avec les mecs que j'avais formés chez Ufit, ou j'adorais faire les teams avec d'autres présentateurs comme Claudio. On s'éclatait sur scène, c'était un peu, on appelle ça l'effet miroir en psychologie, on prenait tellement de plaisir que même si on déconnait, qu'il n'y avait pas 4 blocs et qu'on n'en faisait que 3 mais qu'on rigolait, l'effet miroir faisait que les gens s'éclataient, c'était un sketch. Non, il y a un projet que je suis pas arrivé à mener jusqu'au bout, c'est faire un zénith. Tu vois, une grande salle comme la Cigale ou comme l'Olympia ou comme le Zénith, je l'ai pas fait. Les Smiths l'a fait dans une grande salle. Ils ont fait l'Olympia? Ils ont fait l'Olympia, mais ils ont fait aussi la Verrerie, non? Ah, le Grand Palais. Le Grand Palais. Exact. Ouais. Ils ont fait des trucs que j'aurais aimé faire. Et après, pour faire le partage, donc dans une grande salle comme ça, avec des différences de génération, avec des anciens mais qui viennent que 5 minutes. Aujourd'hui, si tu me demandes de faire une convention, par respect, je vais pas venir. Mais si par contre c'est pour un délire et qu'on dit voilà, c'est 5 minutes, je vais venir, je vais faire 3 mouvements et après c'est l'autre qui vient, voilà, juste pour faire le con, pas pour faire un cours, parce que je ne voudrais pas qu'il paye pour faire un cours avec moi aujourd'hui, c'est déçu. Mais avec des potes, avec des anciens, des nouveaux, avec des chanteurs comme chante en live ou avec des grands écrans qui puissent
comme un karaoké, lire la chanson et danser en même temps qu'ils chantent. Ouais, faire un show à l'américaine, tu vois, avec son, lumière et une grande salle qui dit, voilà, le fitness se déplace au Zénith de Montpellier, tu vois. Mhm. Ah, c'est génial. Et les chanteurs en live avec, je sais pas, un orchestre, je ne sais rien, mais ouais, j'aimerais bien. Sinon, ça s'est fait, mais c'est pas moi qui l'ai fait, et je l'ai jamais fait. J'aurais bien aimé faire une croisière, Ah oui. tu vois, on part tous en bateau, tu récupères les Français à Marseille par exemple, tous les Français qui descendent de Marseille, on part de Marseille, on s'arrête à Gênes, on récupère les gens du nord de l'Italie, on s'arrête à Rome, on récupère machin, on finit à Palerme, on récupère le sud et tu finis, tu vas à Barcelone, tu récupères les Espagnols, tu passes machin, et là tu fais ton tour et tu récupères ces mecs-là, et à chaque fois tu as les Italiens et les Espagnols qui arrivent, et tu as une convention avec d'autres mecs parce qu'ils viennent de rentrer. Ah, j'aurais bien aimé faire une croisière fitness. Mais voilà, donc toujours de portage, toujours là-dedans. Après, on a fait des trucs au bord de l'eau, on a fait des trucs en Tunisie qui étaient vraiment sympas, dans des hôtels magnifiques. Ouais, la croisière, je sais pas. Ça, à creuser, hein. Pourquoi pas un de ces jours. Ouais. Au ski, on y avait pensé aussi. À ski, ça avait été fait, la Plagne avec Frédéric Gall, Isabelle Diaz, ça avait été fait. Après, il y en avait d'autres sûrement qui l'ont fait, moi je peux être invité, mais je pense qu'il y en a eu au ski aussi. La croisière, ça me plairait. Ça me donne une idée que ça serait pas mal que si vous cherchez un partenaire, j'aimerais bien faire peut-être rentrer avec vous dans ce projet. Mais une croisière, franchement, là, plus on en parle, ça me ferait bien kiffer. Tu fais venir le champion du monde de la chanson ou de l'impro ou un truc comme ça. Et non, ouais, il faudrait qu'on y réfléchisse. On vous donne en exclusivité qu'en 2022, on fait une croisière. Comme ça, un objet de ce budget de cul. Exactement, c'est l'objectif qu'on se fixe. Ouais, et puis l'objectif, là, quand je vois comment ça tourne, et puis tes questions, elles tournent là-dessus aussi, c'est vraiment que tous les organisateurs, ils nous donnent pas le fichier client, parce que voilà, et que tous les organisateurs jouent le jeu, et qu'on puisse, et avec tous les organisateurs, faire un meeting national pour qu'il y ait une grosse convention sur une semaine où toutes les régions sont représentées avec un prof ou un présentateur de chaque région. Ça ne pourra jamais être fait, ça c'est la branlette, c'est... Ouais, bon, bah, un de ces jours, pourquoi Non, pas. ça je pourra jamais être fait. Bah, d'ailleurs, La seule chose qui regroupe les gens, c'est les décès. C'est-à-dire que tout le monde va dire, ah tiens, il y a le décès, bon, on y va tous. Et après, bon, on s'appelle, on ne s'appelle pas. Après, on revient dans l'égoïsme où chacun travaille de son côté, chacun prend ses 4 sous, machin. Mais, ouais, c'est dommage. C'est dommage. On regarde le jubilé. J'ai dit jubilé, j'arrête, dernière convention. Si vous voulez faire une cours avec moi un jour, c'est maintenant parce que j'arrête. Style, ils étaient pressés que j'arrête parce qu'ils sont tous venus. Mais tu vois, voilà. Mais vraiment faire un truc où je peux donner la possibilité, je sais pas. bah, si on allait plus loin là, dans ta question, qu'est-ce que tu penses de l'avenir du fitness après la crise? Je sais pas d'où je la sors, celle-là. Mais ça va être chaude. Parce que du coup, moi, il y a un petit moment, enfin, il y a une dizaine, il y a une dizaine d'années, je suis passé de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire que je suis plus devant les élèves, mais je suis plus dans le management et dans l'encadrement des équipes. Maintenant, financièrement, ça va être très difficile. Je pense qu'on va être à entre 30 et 50% de pertes des clubs. C'est-à-dire qu'il y a pour moi 30 à 50% des clubs qui vont fermer. Parce qu'ils n'ont pas la trésor, parce qu'ils n'ont pas les investisseurs derrière, parce qu'ils sont, comme moi au début, c'était des mecs qui sont passionnés, qui ont mis leur propre argent, qui ont mis les crédits perso, qui ont mis les biens perso. Ceux-là, ils vont fermer. Pour moi, les particuliers, les privés, les passionnés vont fermer. Il va rester que les gros groupes. Les gros groupes comme Basic Fit, comme Fitness Park, comme Orange Bleu, comme Keep Cool, comme voilà. Il va rester que les gros. Donc déjà, ça au niveau industrie, au niveau économique, pour moi, il va y avoir une grosse perte. Après, il va y avoir un changement, c'est-à-dire que les auto-entrepreneurs, je pense qu'ils vont, quitte à gagner moins, je pense qu'ils vont vouloir avoir un peu de sécurité, ils vont passer de statut d'auto-entrepreneur à salarié. Je parle pour les jeunes en tout cas, qui pensaient qu'ils avaient tous 5 000 € à faire du coach privé à 80 € le coaching. Je pense que ceux-là, ils ont vu que pendant 8 mois, ça a été dur, donc je pense qu'ils vont vouloir gagner un peu moins d'argent, mais avoir la sécurité. Ouais, il va y avoir du dégât, il va y avoir de la perte. Et pareil pour les conventions. Ouais, justement, les conventions. Et pour les conventions, pareil, je pense qu'il va y avoir
les très gros et après il y aura les locaux qui vont faire leur propre événement chez eux avec 20 steps, mais il n'y aura plus les intermédiaires, ça va être difficile financièrement. Et tu penses qu'il n'y aura pas le même engouement pour les conventions en 2021? Ou est-ce que tu penses que ça va repartir de plus belle avec encore plus de monde qu'avant? Ou est-ce que les gens se sont désintéressés et on se repasse à autre chose, quoi? Je vais pas répondre cash parce que je serais trop pessimiste. En tout cas, je te donne des chiffres que j'ai. Sur un club où on a 4000 adhérents aujourd'hui, on a 400 résiliations. Et on fait partie des clubs qui ont beaucoup de moyens. Et du coup, on ne prélève pas nos adhérents depuis 7 mois. Sur les 8 derniers mois, pendant 7 mois, on n'a pas prélevé. C'est-à-dire que de mars, avril, mai, juin, juillet, on n'a pas prélevé. Août, on n'a pas prélevé. Septembre, on a prélevé parce qu'on a ouvert. Et octobre, novembre, décembre. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a 10% de notre clientèle qui nous ont envoyé un papier en disant stop. Ils n'ont pas dit stop pour aller ailleurs. En principe, quand tu reçois de Résil, c'est qu'ils ne sont pas contents, ils vont s'inscrire à côté. Là, ils nous ont envoyé parce que financièrement, ils sont à la rue, les gens. D'accord? Les gens, nous, on souffre tous de ça. Donc, je pense qu'ils vont choisir. Mais en fait, c'est le portefeuille qui va choisir. Aujourd'hui, tu peux aller tous les week-ends en convention ou en stage. Tu pouvais. Ouais. Là, aujourd'hui, moi, tout le monde est à chômage partiel. Quand tu touches 84% de ton brut, 70% de ton net, ben, tu vas peut-être pas aller tous les week-ends. Donc, je vais faire quoi? Ben, je vais choisir. J'irai pas tous les soirs au resto, j'irai pas à toutes les conventions. Donc, j'irai choisir ce resto, j'irai choisir cette convention. Donc, je pense qu'il va y avoir vraiment un écart. Je pense que les conventions qui vont être organisées, qui ont du poids, elles vont bien marcher. Pourquoi? Parce qu'il y aura moins de petites conventions et que les gens vont choisir. Alors, je pense qu'ils vont choisir. Je pense que la proximité va y être pour beaucoup. C'est-à-dire que les gens ne viendront plus à vous. Je pense qu'il faudra aller aux gens. C'est-à-dire qu'il faudra, à mon avis, pas faire que du Paname, parce que ça coûte cher de venir de Bordeaux, ça coûte cher de venir d'Aix, ça coûte cher de machin. Donc je pense qu'il va falloir que vous fassiez des petits frères et que vous fassiez du Total Freestyle à Bordeaux, du Total Freestyle ailleurs, peut-être, je sais pas. En tout cas, dans les endroits où il y aura plus ces organisateurs. Parce que s'ils y sont, il ne faut pas non plus les enterrer. Mais les gens ils vont apprécier de gagner 100 ou 150 euros d'hôtel, de bouffe, de resto, de machin. Si vous venez à eux, je pense que ça va redémarrer. Et ça, c'est une majorité. Une grande majorité. Mais il y aura toujours les gens qui pourront se le payer et qui seront contents. Mais à mon avis, toutes les conventions ne marcheront pas. Certaines marcheront, elles marcheront très très bien parce que tout le monde ira à celle-là. Mais il y avait trop de conventions. Et comme on a baissé le pouvoir d'achat et qu'on a perdu de l'argent, ils vont obligatoirement choisir. C'est pour moi une certitude. Et vous, dans votre choix, je pense qu'il va falloir aussi mettre moins de présenteurs, baisser votre point mort, être un peu moins. Ou au contraire, je sais pas, c'est là où je sais pas. Parce que ou au contraire, la prochaine, c'est de mettre 20 présenteurs, de faire un gros truc, peut-être. Est-ce que c'est ça la solution? Je sais pas, parce que si tu prends cette décision et tu fais 20 présenteurs, donc tu montes de 10, tu passes à 20. Ça veut dire que tu doubles ton point mort. Pour l'atteindre, le point mort, si aujourd'hui tu as 50 000 euros pour faire une convention, si tu passes à 100 000 et que tu n'as personne, tu vas te bouffer les cacahuètes, quoi. Donc je pense qu'il faudrait, moi ce que je pense, c'est qu'il faudrait faire des petits événements à Bordeaux, à Paris, à Lyon, machin, pour récolter et pour faire connaître ce Total Freestyle ou l'organisateur qui le fera. Et quand tu auras fait ça, tu as fait une tous les 6 mois ou tous les 3 mois, grosse, pour qu'ils puissent éventuellement monter et qu'ils ont vu le travail qui était fait. Est-ce que c'est la bonne solution? C'est vrai que quand je t'en parle, je sais même pas, parce que je sais pas moi. Est-ce qu'on va ouvrir en janvier? Est-ce qu'il y aura des conventions en 2021? C'est vrai. C'est difficile de se projeter, d'autant que tu vois, les conventions ça s'organise très longtemps à l'avance. Parce que tu dois planifier les trajets, tu dois planifier la salle, tout ton budget, etc. Ouais, c'est ça. Tu as dit le mot, planifier. Ouais. Aujourd'hui, tu peux rien faire. Tu sais si tu vas faire l'ouverture le 7 janvier ou le 20 janvier? Tu peux planifier que les cours vont redémarrer. On peut assurer, nous, patrons ou organisateurs de convention, patrons de salle, on peut assurer à nos coachs qu'ils vont pouvoir redémarrer à travailler telle date? Non. Donc c'est comme dans le métier de rétro-planning, d'organisation, aujourd'hui, tu peux pas dire à 6 mois, je vais faire une date. J'ai bloqué les billets, les profs, je sais pas. Donc est-ce que ça va redémarrer? Oui, je le souhaite, j'espère. Mais quand? Putain, je ne sais rien. Donc, à partir du moment où tu ne le sais pas, tu
peux rien organiser. Je pense qu'il faut avoir la date vraiment la date officielle, mais pas 3 mois avant, hein, pas 15 jours avant. Quoi. La veille, tu es sûr que le lendemain tu ouvres pour commencer à envisager de faire de l'événementiel. Il faut que les gens ils retournent dans les clubs. Tant qu'ils ne retournent pas dans le club, ils ne retourneront pas à la convention. Sinon, les clubs ont perdu du monde. Obligatoirement, ils ne vont pas aller faire du step en convention s'ils ne viennent plus les faire en cours. Hein. Parce que quand ils vont arriver en convention, ils vont être perdus aussi, je sais pas. Peut-être qu'on reviendra à un niveau plus abordable du coup en convention. C'est possible. En tout cas, je pense qu'il faudra le faire. Hein. Que... Peut-être que ça va permettre de repartir de la base. Hein. Voilà. Parce que là, on est arrivé à un certain niveau de technicité. C'est chaud. Hein. Donc, est-ce qu'il faut repartir comme avant sur des niveaux? Maintenant, la convention, il y a des niveaux. Est-ce que c'est pas ça, le succès? C'est ce qu'on essaie de monter justement quand on a démarré, les niveaux starter, puis les niveaux élite. C'est histoire de vraiment différencier l'offre qu'on propose au public. Du coup, les niveaux starter permettaient à des gens qu'on n'avait jamais vus en convention d'accéder à des cours type convention justement, pas forcément des cours d'initiation. C'est une bonne idée, ça marche ça? Les starters, c'est ceux qui marchent le mieux en fait. Alors bien qu'il y ait une demande. Le problème, c'est que les conventions, on les a fait trop élitistes. Quoi. Parce que là, tu vois bien que le starter, il marche. Regarde les conventions. Tu fais une formation basique, elle est pleine. C'est vrai. Parce qu'ils ont l'humilité de dire, je veux reprendre à travailler. Tu fais une formation qu'on appellera expert, elle est à 3/4. Eh ben, qu'est-ce que je vais apprendre? Donc, tant qu'il y aura ce problème-là, donc peut-être que l'avenir, c'est les conventions, oui. Mais peut-être que c'est que du starter. Et refaire... Je donne toujours des images par rapport à d'autres activités. Le foot. Si tu as une équipe qui est super bonne, ça marche, mais elle va être bonne pendant 2 ans. Si tu fais pas un centre de formation avec des jeunes et des machins, ben le problème, c'est que eux, quand ils sont finis, ben, que les jeunes ils arrivent, il se passerait. L'OM, ils ont été bons. Excusez-moi, je parle de l'OM. Ils sont pourris depuis des années. Parce qu'il n'y a pas de centre de formation. Dès qu'il y a un bon, il part en Angleterre. À 16 ans, à 17 ans, il part, il signe des contrats de malade, on ne les garde pas. Là, c'est pareil. Pour qu'on puisse faire des conventions d'élite, il faut déjà qu'il y ait excuse-moi le nom, mais c'est le mot, le sport de masse. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens. On refait des conventions pour les débutants, les gens qui ont envie de connaître l'activité. Et après, automatiquement, ils vont devenir meilleurs. Et s'ils deviennent meilleurs, il y aura des conventions. Mais peut-être pas redémarrer par l'élite. Parce que l'élite, on le disait, ils ont peut-être pas envie de le faire. Ils ont peut-être fatigué parce qu'il faut 35 heures. Ils ont peut-être pas les moyens parce que c'est trop dur. Ouais, peut-être que c'est une solution. Hein. Dire voilà, pendant 3 ans, on sait qu'on va pas faire de l'élite, c'est trop dur, on reprend la base. On donne 3 ans pour faire des grosses conventions avec des présentateurs internationaux. On va travailler qu'avec du national et on va travailler qu'avec des gens qui débutent, qui viennent en convention pour voir comment on fait un cours et tout, et les terminologies et tout. Je sais pas, peut-être c'est ça, je sais pas. Hein. Là, on parle, on est sur le canapé, on est content, on est bien. On va aller à boire. C'est juste ça. Ouais, un peu à boire, hein. On est mal reçus. On a été reçus, tu sais, avec de l'eau chaude et c'est tout. Ouais, c'est vrai, hein. Mais bon, on va pas discuter de ça, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que pour eux, écoutez, c'est peut-être chiant, mais il y a plein de questions existentielles où on est en train de... Moi, j'adore en tout cas ce qu'on est en train de faire, mais j'ai pas de réponse à beaucoup de tes questions. Quoi. Ça fait un peu vieux con qui parle putain, hein, c'est vrai. Est-ce que l'avenir, c'est les conventions en vidéo? Je sais pas. Est-ce que les conventions en vidéo, ça peut être un tremplin pour qu'ils viennent après sur du présentiel? Je sais pas. Est-ce que c'est bien de faire du starter pour qui? Je sais pas. Donc voilà. La crise avait quand même il y a eu beaucoup de points négatifs qu'on a abordés pendant l'interview. Il faut dire aussi que le contexte n'est pas forcément à la fête. Hein. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que les jeunes n'ont jamais autant investi dans la formation. Ah, ça c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Ce dire? constat, moi je l'ai pas. C'est quoi? C'est le fait d'être enfermé, de dire mais autant que je passe mon temps à faire des trucs. Ouais, parce que tu as raison que tes questions elles étaient assez fermées et malheureusement c'est la réalité. Après, je pense qu'il y a beaucoup de has-been dans mon discours et je suis désolé si ça a été un peu négatif, mais c'est vrai que la période du confinement ça nous a bien noirci le bordel. Les gens au chômage partiel. Mais si tu me dis que ça reprend, et c'est vrai que ça reprend, regarde la formation qu'on vient d'animer là. Ça c'est positif, ça c'est bien, ça il faut le dire haut et fort, c'est-à-dire que si effectivement il y a une génération qui est en train de passer et que ça redémarre, tant mieux, pour redonner
il faut redonner vie aux formations, il faut donner confiance à ces jeunes-là. Et la génération d'après moi, peut-être ça sera une génération qui entend passer, etc. Mais je voudrais pas qu'ils croient que le fitness est mort. Il n'est pas mort du tout. Et grâce à tous les profs qu'on voit, et même si c'est des petits événements ou des gros, il n'est pas mort parce que tu me dis que les formations sont pleines. Bah ouais, du coup, ce qui est encourageant, si tu veux, c'est que il y a une génération qui est en train d'arriver qui malheureusement n'a pas beaucoup de repères si ce n'est les vidéos, au final, parce qu'ils n'ont pas eu de convention cette année, ils n'ont pas pu pratiquer. Mais pour autant, c'est des gens qu'on voit arriver en formation et qui justement ont faim de pratique, ont faim d'apprentissage. Et du coup, là, comme ils ont du temps, ils n'ont pas forcément de boulot, ils mettent plus d'énergie et plus de temps dans les formations. Et ça, c'est super intéressant pour eux. Et vous, parce que vous êtes plus attaché à ça, votre génération, là, au digital, j'ai trouvé que le premier confinement, il avait mis en valeur le digital avec les vidéos et tout, ça avait super bien marché. Je trouve que le deuxième événement, les gens le suivent beaucoup moins. Ça a beaucoup moins marché. Donc je m'étais dit que c'était peut-être une solution et que les clubs ils allaient tous investir dans les vidéos pour qu'ils puissent, dans les heures creuses ou pour les gens qui ne venaient pas, investir dedans. Et en fait, le deuxième confinement me dit que. Tu vois, je vois des lives, il y a 7, 8, 10 personnes. Bah, si tu veux mon avis, mon humble avis sur le sujet, tu as eu une phase où les gens pensaient au premier confinement que ça allait pas durer si longtemps que ça. Ouais. Puis ils ont commencé à comprendre que ça allait durer et que les salles n'allaient pas ouvrir. Donc du coup, ils se sont dit, bon, il va falloir que je trouve ma cam ailleurs. Donc ils ont été regarder les vidéos, ils se sont fait. Et il y a une espèce de phénomène de mode sur le sujet, donc les gens se sont beaucoup mis sur les vidéos. Et puis, les clubs ont rouvert. Il y a une forme de lassitude des vidéos, parce que certains ont continué encore à les faire. Et puis sur le deuxième confinement, les gens n'avaient pas envie de se contenter de ça. Ils se sont dit, bon ok, j'en ai assez soupé sur le premier confinement, là, tout ce que j'ai envie, c'est que les salles rouvrent. Donc ils n'ont pas forcément envie de se replonger dans le même marasme qu'au mois de mars. Et ils attendent avec impatience que les salles rouvrent, sans pour autant se dire, bon, je vais compenser avec les vidéos. Je sais pas, hein, bon, il y a pas mal de sites qui se sont montés, et je leur souhaite très sincèrement de réussir, et d'être pérennisés, hein, parce que même après, avec le retour des conventions, je pense qu'il y a quand même une partie de la population qui a été touchée pendant ce confinement qui se dit bah, tiens, moi j'aime faire des cours en vidéo. Donc j'espère que ça va perdurer et que ça va garder ce succès avec un certain public. Par contre, je pense pas que ça va remplacer la vie réelle, on va dire, des conventions en vrai, parce qu'il y a un truc qui manque moi, pour parler personnel. Là, je fais un espèce de monologue, je suis désolé de prendre la parole sur le coup. Ça change, c'est moi qui parle. Et pour le coup, tu vois, par exemple, moi j'ai refusé de faire des lives. Parce que, au final, quand tu te poses la question, tiens, pourquoi est-ce que je donne des cours? Qu'est-ce que j'aime dans ce métier? C'est le partage, c'est la vraie vie, c'est l'interaction avec les gens, c'est le plaisir que tu prends à voir le sourire des gens, à discuter avec eux, etc. Tout ce que tu n'as pas en vidéo. C'est pour ça que je me suis dit, ça, les vidéos, je ne vais pas faire. Et il y a cette forme d'interaction dans ce que peuvent faire pas mal de monde sur les lives et même sur les replays. Ils y arrivent, et il y a d'autres qui sont beaucoup moins faits pour ça. Moi perso, j'ai pas l'impression d'être fait pour ce genre de choses. Il y a d'autres profs qui le sont pas, mais il y a un certain chrono. Faut savoir parler à la caméra, faut savoir aussi interagir avec eux au bon moment. Moi j'avais fait des vidéos à l'époque, pas par rapport au confinement, mais pour faire des DVD, pour faire des machins, c'est dans tout métier. T'as connu les DVD? Non, c'est pas beau, c'était les cassettes. cassettes. Enfoiré, tiens-moi un coup. Sinon, donc vous êtes, parce que j'ai dansé le tableau, je suis désolé, mais vous, par contre, vous êtes assez positif. Vous avez, tiens, est-ce que vous pouvez me donner, qu'est-ce que vous avez envisagé? Parce que c'est bon, tes questions pourries qui m'a fait passer pour un gros con. Excuse-moi, attends, ça va. Un vieux aigri là qui dit qu'avec le présentateur, non, et les conventions c'est des stages. Non, mais non, pas du tout. Enfin, au contraire, enfin, nous on est assez. Et vous êtes parti, donc là vous avez investi dans la formation et c'est top. Par contre, vous comptez faire des conventions, vous comptez les recréer ou pas? Tu sais, enfin, nous on a toujours notre planning théorique qui est en stand-by hein, par rapport aux annonces. On attend de savoir quand est-ce que les choses vont Le salon, par exemple, le salon se prépare pas de mois. Comment, même si on vous dit oui, comment vous pouvez faire? Le salon. C'est un an de travail le salon. Nous. Si le salon a lieu, forcément, on aura beaucoup moins de temps pour préparer la chose. Et puis, on aura les présentateurs seront disponibles. Ils seront disponibles, j'espère. Et puis, on aura beaucoup moins de temps pour préparer pour anticiper les inscriptions.
Et justement, tu vois, gérer la communication, l'entrée de cash dont on va avoir besoin pour pouvoir financer, parce que c'est un truc qui coûte très cher. Justement, ça vous dérange de parler d'argent chez Total? Ça coûte quoi un événement comme Paris? Parce que les gens disent oh putain, c'est cher les conventions, machin. Mais Écoute, aujourd'hui, on est quoi? On est dans des fourchettes. On est entre 0 et 10. On est entre 10 et 25. On est entre 25 et 50, 50 ou plus. plus sur le salon, nous, c'est un de nos plus grands centres de coûts pour une bonne raison, c'est qu'on loue plus de 1000 mètres carrés. Donc 1000 mètres carrés porte de Versailles, c'est forcément très cher. On a un petit espace aussi qu'on loue de l'autre côté sur les formations. On a toute la partie logistique qui nous coûte assez cher, notamment la sono, notamment les strades, les steps. C'est les nôtres, mais en gros ils sont gérés par notre prestataire Mousse, un ami, on salue d'ailleurs. On a toute la partie Humaine. staff, exactement, toutes les ressources. Faut les héberger, voilà. les nourrir, Exactement. faut les payer. Parce que c'est quand même quelque chose qui dure 3 jours, 4 jours, on va dire. Donc il faut faire venir les gens au bon moment, gérer les hôtels, gérer les transferts à l'aéroport. Donc On a là, une équipe de profs qui est très importante. On est sur des coûts. plus de 50 cas. On est dans ces eaux-là, quoi. Donc honnêtement, c'est Ouais, c'est un métier, hein. colossaux. C'est un métier, c'est pour ça que les petits avec 20 personnes dans les cours, ils peuvent pas marcher, donc ils le font pour le plaisir, parce que pur et simple, ils peuvent pas gagner de l'argent dessus, on l'a calculé. Et quand tu fais un événement à plus de 50 cas, ben c'est simple à calculer, si tu fais 50 € par personne, il te faut 1000 personnes, donc c'est vraiment un métier, quoi. C'est vraiment un investissement, c'est vraiment c'est chaud. Donc du coup, vous allez investir toujours dans les conventions comme ça? Nous, on souhaite, et on le fera parce que c'est quand même comme ça qu'on a démarré. C'est notre cœur de métier, c'est ce qu'on aime faire. C'est les conventions, c'est réunir les gens autour du freestyle. Et ça, on le fera jusqu'au bout. Le sujet, c'est est-ce qu'on fera autant de conventions et dans les mêmes conditions qu'avant? On ne sait pas encore. On aimerait bien pouvoir maintenir de gros événements. Et l'idée de faire des conventions atypiques ou itinérantes, de déplacer Total Freestyle dans différentes régions où il n'y a pas d'autres organisateurs pour pas les emmerder, ou des itinérantes comme la croisière et tout. Moi j'essaie de me placer quand même. Non, bien sûr, tu veux qu'on te paye des vacances? Non, mais j'aimerais bien réaliser un de ces rêves que, effectivement, Pourquoi pas. tu m'as posé la question, je dis ouais, j'ai tout fait, je suis blasé, ben, mes couilles, je suis pas blasé du tout, j'ai pas fait de croisière, merde. Pourquoi pas. Est-ce que c'est des sujets qui peuvent être On est intéressants? complètement ouvert. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est essayer de, entre guillemets, stabiliser notre modèle avec un calendrier de convention prédéfini, des formations bien établies, une formation CQP certifiant qui rencontre de plus en plus de succès d'ailleurs et qui va nous permettre justement d'asseoir une certaine stabilité financière. Après, si on a les moyens d'investir sur ce genre de projet, on le fera avec grand plaisir. Parce que votre baseline, c'est quand même une nouvelle ère pour vivre votre passion. Donc vous misez sur les jeunes qui arrivent. Absolument. Et l'ère, c'est quoi? L'ère des jeunes, mais c'est l'ère aussi du numérique et tout ça? Bah, on s'y met de plus en plus, hein. On vieillit avec Max, hein. On n'est plus tout jeune. Ouais, il a morflé quand même. Parce qu'il a pris plus cher, je pense. Ouais. Il a morflé. Mais alors que moi non, tu vois, ça se voit tout de suite. Toi, t'as toujours ça. C'est gentil, c'est beau fou. Mais non, mais c'est vrai qu'une baseline avec plein de promesses quand même. Hein. Une nouvelle ère pour vivre votre passion. Ben ouais, on compte sur les jeunes qui découvrent la discipline, justement, les pratiquants, aussi les profs, les jeunes profs, parce que on sentait qu'il y avait quand même un certain désintérêt du freestyle de la part des coachs qui voulaient, comme tu disais tout à l'heure, hein, devenir personal trainer ou coach de star, etc. Et qui avaient moins Mais c'est pas leur faute, c'est le discours qu'on leur balance dans la gueule dès qu'ils rentrent en formation, on leur dit demandez rien en dessous de 5000, demandez rien en dessous de 100 € et faites du coaching, arrêtez le chien, vous faites présenteur. Putain, mais il y a d'autres métiers, quoi. Sans obligatoirement être présenteur ou coach des stars. Donc ça, c'est un peu leur problème. Et justement, une nouvelle ère, est-ce que ça serait pas intéressant justement, puisque les gens se plaignent des formations, est-ce que ça paraît intéressant de créer une formation pour devenir un formateur pour que tu puisses se vendre dans les crêpes, dans les écoles privées comme ça? Genre, moi je me dis, est-ce que c'est la faute des élèves s'ils n'ont pas le bon niveau? Ben non. Mais est-ce que c'est la faute des formateurs qui sont là? Ben peut-être pas non plus, parce que là j'ai appris, tu vois, récemment, la fille elle a fini major de sa promo, la semaine d'après on l'appelait, l'année prochaine tu veux être formatrice? Et c'est un métier. Donc, pour savoir comment on gère, on manage un groupe, comment on fait les ateliers, comment on alterne la théorie et la pratique, est-ce que, je sais pas, on gagne pas d'argent avec ça, parce que s'il y a 10 écoles et il y a 10 formateurs,
Je pense pas qu'ils viendraient les 10, donc, mais je sais pas. Il y a un problème, il faut l'attaquer à la base. Parce que là, on est en train toujours de tailler en haut, et je pense qu'il faudrait faire un potager à côté, replanter, ressemer, repréparer la terre, pour que une nouvelle ère pour vivre la passion. Parce que les anciens, voilà, c'est fini, à part des vieux aigris comme moi qui font que noircir ton petit podcast. Non, mais sérieux, on a noirci le tableau parce que la période est comme ça, mais je pense vraiment qu'il y a un gros truc à faire. On parle de freestyle, mais même les Smiths, hein. Bien sûr. Les Smiths, pour les côtoyer, bon, c'est un autre débat, mais c'est vrai que c'est chaud pour tout le monde. Mais, non, mais moi j'y crois. J'y crois Ouais, moi parce aussi. que je me dis que ça va pas durer éternellement. Je pense qu'en 2021, les choses vont s'améliorer. Ouais, toute l'histoire de vaccin, etc. On Ça va pas en peut parler. que s'améliorer. Mais je veux croire que les gros événements qu'on compte organiser vont avoir lieu. Et en tout cas, j'espère bien qu'on aura les moyens de les organiser. Et on fera tout pour. Parce que je sens bien, hein, j'ai quand même des contacts avec pas mal d'adhérents et de profs. Et les gens ont envie de se retrouver. Et quelque part, c'est la vocation de notre organisation, tu vois. C'est faire en sorte que les gens partagent. Et ça, en tout cas, on mettra tous les moyens en œuvre pour organiser au mieux les événements de l'année prochaine. Non, ça c'est une certitude. Mais tu as raison de dire ça, parce que moi je suis très positif. Voilà, on a commencé avec la différence, le présentateur, le coach, la convention, le stage, c'était un peu bénévole, mais je pense vraiment que tu sais, je sais pas qui c'est qui a dit ça, mais après Max Gabory, certainement. il était politicien, lui. Et il était politicien, sociologue. Il est écologue. J'allais dire. Non, mais sérieusement, pour finir, il y a un mec qui a dit que les plus belles années qui ont été vécues tant au niveau économique qu'humain, elles ont été après les guerres. Après 14-18, les mecs sont tous sortis, il y a eu un baby boom, tout le monde machin. Après 39-45, l'économie elle a redémarré, tout le monde voulait sortir, c'était le mode hippie, machin, c'était la bringue. Je pense qu'après ces périodes-là, les gens vont vouloir s'amuser, vont vouloir échanger, vont vouloir sortir, vont vouloir profiter, vont vouloir bouffer au resto, vont vouloir aller. Donc, j'espère qu'ils l'ont pas pris comme ça, mais c'était un peu noir comme podcast. Mais je te rejoins, je pense que vraiment, quand ça va redémarrer, les gens vont vouloir reconsommer, remonter un petit peu tout ça, et ça va. Et tant mieux pour le fitness, parce que le freestyle fait partie du fitness, et je pense que ça va marcher. Eh ben Lionel, il ne reste plus qu'à te remercier encore pour ce deuxième podcast. Hein. On va encore discuter des heures, hein, à mon avis, mais comme on a soif, on a faim. Je pense que c'est l'heure de l'apéro là d'ailleurs. Moi tu dis ça, C'est l'heure de l'apéro depuis 2h30 déjà. Ah, c'était super intéressant. Ouais, j'aimerais vraiment qu'on en fasse un troisième, un quatrième, un cinquième pour parler de tout et de n'importe quoi, peut-être pas aussi longtemps, mais je suis vraiment. Je suis vraiment d'accord si on pouvait continuer ce type de truc pour que tout le monde puisse échanger et faire des retours, etc. Eh ben écoute, ce sera avec grand plaisir. Merci. Merci à toi. Ciao. Here's White John, the motherfucker, White John, the phone man. Free Frosty, YG, the snowman. There's no more blues, but hell yeah, I'm still rolling.